Donc nous sommes reçus par Paul Rolland dans sa demeure de Vanves, avenue du Parc. Alors Paul Rolland, que nous avons rencontré à différentes reprises, là nous allons essayer d'aller plus loin dans la compréhension de sa démarche, qui est nullement cantonnée à l'astrologie, mais qui pourrait éventuellement être appréhendée à travers le prisme astrologique. Alors donc, oui, j'ai interviewé récemment, d'ailleurs il y a des moments comme ça qui se rejoignent. Il y a quelques jours, j'étais avec Daniel Giraud à Toulouse, parce il était venu de sa maison d'Ariège jusqu'à Toulouse. Et Paul Rolland, on se connaît donc depuis les années 70, 75. Mais Daniel Giraud, tu le connaissais déjà dans les années 60, c'est ça? En 65-66 déjà. Oui, donc il était pas il devait avoir une vingtaine d'années, ou 25. Oui, nous avions 20 ans à l'époque. Et voilà, c'est intéressant d'interviewer à quelques jours d'intervalle Daniel Giraud et Paul Rolland. Tous les deux, vous avez d'ailleurs publié chez le même éditeur, c'est-à-dire chez Verrier. Oui, Moi aussi d'ailleurs. Très vertueux d'avoir publié des chercheurs tels que nous. On a publié tous les trois. Moi j'ai publié avec Hutin l'histoire de l'astrologie. Paul Rolland a publié la métaphysique de l'astrologie. Non, c'est Dan qui a publié la métaphysique. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il l'a publié grâce à mes soins, puisque quand j'ai publié l'Europe spirituelle, voilà, je lui ai adressé, et ça lui a donné l'idée d'envoyer un manuscrit chez Verrier, ce qui a pris un certain temps, mais il a quand même été publié avec l'appui de Pasquini, le même qui nous a... Le fameux Pasquini, oui. Qui nous a protégés au départ. Oui, oui, tout à fait. Et toi, tu as publié deux livres chez Verrier. La Kabbale. D'ailleurs, la Kabbale, c'est un titre qui a été choisi par Verrier dans un but commercial, parce que mon intention, c'était l'ésotérisme dans la Kabbale dans l'ésotérisme occidental. C'était le titre que j'avais proposé. Là, on parle des années 80, là, carrément. Hein. Oui. Alors, si tu veux parler des années 65, Daniel Giraud et moi, nous étions parmi les premiers de la génération qu'on appelait les cheveux longs et qui était la Beat Génération française. Oui. Nous étions un petit groupe de 10 personnes au quartier latin qui était l'avant-garde de ce qui est devenu un immense mouvement dans l'Europe continentale, parce que moi-même j'avais vécu en Angleterre et j'avais fait partie d'un mouvement en Angleterre que j'ai prolongé en France, et de là ce mouvement a grandi, a été présent en mai 68 et a grandi littérairement, musicalement. Notamment, il y avait le groupe Comintern qui a fait un disque qui faisait partie de notre groupe, Serge Catalano. Et donc nous étions pionniers de quelque chose. Nous vivions tous les jours comme des pionniers. Parce qu'en fin de compte, aussi bien toi que Daniel Giraud, vous aviez une dimension musicale. Oui, nous étions passionnés de blues. Nous faisions des recherches sur le folk blues américain. D'ailleurs, nous avons eu l'avantage qu'à Saint-Germain, il y avait un centre américain gratuit où nous pouvions aller tous les jours écouter dans des cabines des disques qui faisaient partie de leur collection, et ça faisait partie de notre vie. Voilà. Mais nous étions aussi pionniers dans ce domaine, puisque il y avait un marchand de disques américains dans la banlieue à Bagneux qui vendait des disques dans un garage. Il s'appelait Bradfield. Oui. Et nous avions ainsi de la musique qui venait des ghettos américains. Et nous avions de précieux enregistrements. Et nous étions, en plus, dans ce quartier, passaient des voyageurs américains avec leurs guitares, qui jouaient devant nous de la musique de leur pays, et nous regardions leur façon de jouer, et ça a contribué à notre formation. C'est une façon de musique populaire. Il y a un nom qui me vient à l'esprit, je ne sais pas pourquoi, c'est celui de Robert Amadou. Vous avez croisé Robert Amadou, passé au quartier latin, habillé d'une grande robe de soufi, avec une calotte. Il faisait partie du paysage. Il avait une quarantaine d'années à l'époque, oui. Peut-être un peu plus âgé. Il est né en 1924, je crois, ou 26. Oui. C'était une sorte de déviant de l'université. Il avait eu beaucoup de mal à avoir sa thèse de doctorat. C'était un spécialiste de Claude de Saint-Martin.
et il voulait vivre complètement sa pensée spirituelle au jour le jour. Il était un peu comme nous, il avait un costume original, et il vivait comme ça, très différemment du reste de la population. Et voilà, on le connaissait. Vous aviez une façon particulière de vous habiller? Il y avait une mode, ce qu'on appelait la mode beatnik, c'était un parka vert, une chemise militaire verte, le blue jean, des bottes souvent, et toutes sortes, un boléro de cow-boy ou d'hommes du Sud, vous voyez, d'Andalousie. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, les cheveux longs, la barbe, les bagues, Tu as peut-être des photos d'époque, non? Oui, j'ai des photos d'époque. On pourrait peut-être les montrer, si tu les retrouves. Éventuellement, oui. Et chacun avait sa petite touche personnelle, un collier, ou alors il y en avait qui avaient des allures plus... avec une cape de romantique à la Chopin. Alors vous aviez des points de chute, vous aviez le café de Flore? Alors on avait un réseau de cafés. Oui. On avait nos rues avec certains cafés, et on avait un pèlerinage quotidien. Ah oui. On avait quand même un grand périmètre qui allait de Montparnasse à la plaque de la Contrescarpe. Alors on avait une géographie. Il y avait une géographie du mouvement, et il y avait aussi des annexes à Montmartre. Il y avait aussi, avec le temps, s'est développé des répondants à Montmartre, dans d'autres coins. Ouais. Mais initialement, le noyau, c'était le mouvement a commencé chez Popov, le café de la rue de la Huchette. Ensuite, il y a eu d'autres cafés, rue Saint-Jacques, rue de Seine. Donc, et alors, ça, c'est devenu connu, et c'est devenu des haltes de voyageurs de toute l'Europe, et même de l'Asie, des États-Unis, qui connaissaient les cafés, et qui savaient qu'ils nous rencontreraient. C'est vrai que c'était une époque où les gens se rencontraient beaucoup dans les cafés. Et même on savait, c'est le fameux l'exemple de Jean-Paul Sartre, enfin je veux dire, on savait très bien que telle personne, on n'allait pas chez les gens, on les retrouvait dans leur café. Oui, on est venu après les existentialistes. J'ai découvert après qu'il y avait une très longue tradition du quartier latin de ce type de vie un peu périphérique qui date du 19e siècle en fait. Nous on a pris la relève. Il y a le Procope. Après plus anciennement le Procope, avec le poète Piron. Et non seulement on était un peu des piliers de café un certain nombre d'heures par jour, mais d'ailleurs au point de vue économique c'était viable parce que les gérants de café ne nous demandaient qu'un café par jour. C'était après, la génération d'après a dû payer un café par heure. Donc économiquement c'était viable. Les voyageurs venaient avec leurs sacs, les mettaient au fond du café, c'était très fonctionnel. Et quelqu'un pouvait s'asseoir là de midi à minuit. Alors, on n'était pas, alors je continue, on n'était pas seulement des cafés, on avait choisi aussi une vie sous le ciel ouvert, parce que nous allions beaucoup sur les quais, au Vert-Galant. Ah, d'accord. Voilà. Nous nous réunissions beaucoup sur les quais. Vert-Galant, oui, d'accord. Alors, comment l'ésotérisme est-il entré dans votre parcours? Alors, dans ce milieu-là, les traditions extrême-orientales avaient un grand prestige. Ah oui, c'est ça. Déjà, les beatniks américains avaient redécouvert le zen et le bouddhisme. Donc, dans leur écrit, ils ont fait la promotion du bouddhisme, notamment Kerouac. Donc, moi, j'ai déjà eu des échos de cette recherche quand j'étais en Angleterre, chez les jeunes Anglais du mouvement du début des mouvements des 60. Et individuellement, nos amis qui venaient au quartier latin étaient intéressés par diverses voies, par les écrits du Bouddha, par les Védas, par le Vedanta hindou. Certains étaient adeptes de la non-dualité, certains étaient guénoniens, déjà. Donc il y avait de très forts courants spirituels spontanés. De là, moi qui étais de formation chrétienne, qui a été élevé par les jésuites pendant plusieurs années dans l'école russe de Meudon, chez les jésuites de Meudon. Oui, Meudon, oui, la bibliothèque de Meudon, je connais bien. Chez les immigrés les fils de l'immigration russe à Meudon. Donc j'avais une très forte formation théologique et chrétienne au départ, pas seulement catholique. D'ailleurs j'ai le double baptême. J'ai été baptisé catholique à ma naissance et ils m'ont baptisé catholique oriental. Donc j'écoutais la messe en russe, en slavon. J'avais une formation. Donc nous étions en contact avec des jésuites très originaux, c'était des Yougoslaves,
qui avait résisté à Tito. Enfin, il y avait tout un passé culturel. Il y avait des Cosaques qui nous gardaient à l'étude, qui nous racontaient des histoires de la guerre civile. Donc j'étais en contact, j'avais comme voisin de table des princes russes de la cour du Tsar. Donc j'étais héritier déjà de toute une tradition européenne de l'autre côté qui n'était pas connue en France. Et après ça, je me suis intéressé au mouvement social, parce que bon, comme dans l'école publique française, il y avait une très grande valorisation de la Révolution, des valeurs révolutionnaires. Donc je me suis interrogé sur la Révolution, j'ai lu des livres sur la Révolution, et j'ai été convaincu par certaines idées libertaires. Donc c'était une distance par rapport à la formation de ma première adolescence. Et Daniel Giraud aussi venait avec des idées libertaires au quartier latin, dans la tradition de la libre pensée, tandis que moi, c'était plus des réflexions sur des tendances dans la Révolution. Donc j'ai eu ma période de réflexion et d'action du mouvement social. Voilà ce qui était important dans mon histoire. Il y a des gens comme Charles Fourier qui est d'accord. Voilà, j'ai fait ma maîtrise sur Charles Fourier. Un peu par hasard, parce que quand j'étais à la Sorbonne Nouvelle, mon professeur a parlé de Fourier et disait qu'il y avait une possibilité de faire une maîtrise sur l'œuvre de Charles Fourier. Alors je me suis porté candidat, et comme donc j'étais un personnage qui avait plusieurs champs de recherche. Tout en étant engagé dans le mouvement social, j'avais gardé ma formation théologique importante, qui m'a fait me tourner vers la Kabbale. J'ai lu par hasard le livre de Serrouillat, la Kabbale. Henri Serrouillat, son livre m'a passionné, et dans sa thèse, il y a certaines ouvertures sur le christianisme, et j'ai vu dans la Kabbale des ouvertures par rapport à la théologie chrétienne qui pouvaient compléter la théologie chrétienne. Il y a la Kabbale chrétienne. Voilà, il y a la Kabbale chrétienne. Donc je me suis passionné pour la Kabbale, j'ai acquis le Zohar, que j'ai lu dans les règles, parce qu'il faut lire le Zohar à minuit. Ah oui. Voilà. Donc pendant 3 ans, j'ai lu le Zohar à minuit, ce qui est favorisé par le fait que j'avais une certaine insomnie. Donc j'ai lu le Zohar systématiquement, ce qui m'a permis de proposer le manuscrit sur le Zohar, sur la Kabbale, qui a été publié. J'ai pris des notes sur le Zohar pour en faire un livre, disons un exposé d'une autre cohérence, parce que le Zohar, c'est un livre qui est écrit en spirale, pas comme un livre occidental, dans la culture occidentale traditionnelle, c'est un livre qui a des spirales à l'intérieur, des spirales qui s'emboîtent. Donc j'ai proposé une autre présentation du contenu, ce qui est la matière du livre que j'ai publié sur la Kabbale. Donc j'ai quand même travaillé 3 ans sur le Zohar, en essayant de comparer les énoncés, de tirer des éléments de doctrine. Alors finalement, tu es arrivé à une certaine reconnaissance finalement. Quand tu as, enfin, je veux dire, on a reconnu ta valeur. Quand tu as enseigné au collège, j'ai été directeur de séminaire à l'Université européenne de la recherche. Oui. Parce que aux environs de 1972, j'ai eu je dirais pas une illumination, parce que ce serait difficile de le justifier rationnellement, mais j'ai eu un petit peu un événement à la Saint-Paul, c'est-à-dire que j'ai une conviction européenne qui est apparue très fortement. Oui. J'avais des dispositions à avoir une culture internationale européenne du fait que j'étais ouvert sur le passé slave. Et tout d'un coup, j'ai une grande idée d'une unité culturelle de l'Europe à partir de la musique, parce que j'ai jamais abandonné mon intérêt pour la musique classique, bien que j'étais aussi très passionné de musique américaine des Noirs et des États-Unis. Et donc j'ai conçu une substance culturelle de l'Europe à partir de messages élaborés dans l'histoire de la musique, de ce qui est recevable dans l'écoute d'œuvres de grands musiciens, et aussi de musiciens pas connus. Et donc j'étais préparé à une culture globale de l'Europe, ce qui m'a conduit à des illusions, parce que je me suis passionné pour cette idée d'Europe, qui ne correspond pas du tout, je ne m'en rendais pas compte pendant très longtemps, qui ne correspondait pas au projet concret des bâtisseurs de l'Union européenne, de Jean Monnet et Maurice Schuman, plus Maurice Schuman que Jean Monnet.
Mais je me suis passionné pour une idée européenne qui n'était pas l'actualité de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne, qui n'est pas fondée sur des thèmes culturels. Donc tu as été certainement marqué par ce qui s'est passé en 89, forcément. J'ai approuvé l'unification de l'Europe après les régimes communistes, l'ouverture à une plus grande lignée de l'histoire de l'Europe. Oui. Bon, alors revenons un petit, on va un peu se recentrer sur. Alors, quelle est la place de l'astrologie au sein de l'ésotérisme, par exemple, de Paul Rolland? Est-ce que c'est important l'astrologie par rapport au champ de l'ésotérisme? Je me pose des questions. J'ai pas de thèse systématique. J'ai pas de doctrine que j'affirmerais mordicus devant tout un chacun. Je constate que dans l'astrologie, il y a une grande importance accordée à l'arithmosophie, et contrairement à d'autres ésotéristes, ce serait par ce biais-là que je verrais une importance métaphysique au champ astrologique. Les nombres, la métaphysique des nombres, oui. La métaphysique des nombres est très importante dans l'astrologie, et surtout dans la conception, ce que j'appelle l'astrosophie, c'est-à-dire le rapport direct aux astres vus de la Terre. Ma participation à l'astrologie, c'est ce que j'appelle l'astrosophie, c'est-à-dire une pratique de rapport aux astres visibles. Oui, donc voilà, j'ai toujours défendu. Pas compte des planètes transsaturniennes, c'est ça. J'ai toujours défendu ce point de vue-là, dans tous les colloques. Hein, tout ça, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. En ajoutant une chose, c'est que pour avoir un rapport à la lumière des astres, je vais dire quelque chose qui paraîtra utopique ou à relativiser aux yeux de certains scientifiques, c'est qu'il faut avoir soi-même une formation spirituelle et une certaine vie spirituelle pour capter des énergies et des contenus qui sont donnés par le ciel réel. Il y a une rencontre de l'humain et de ce qui se passe dans le cosmos. Oui, ça me paraît très intéressant, cette idée. Apparemment, on a quand même pas mal d'idées en commun, parce qu'effectivement, si on n'est pas capable de capter, de se brancher sur le cosmos ne vient pas à nous comme ça. Non, non. Il faut faut se mettre sur les radios. Il faut avoir les... Et alors finalement, une des questions qui est venue par la suite, c'est de savoir si tout le monde était capable de capter le cosmos. A priori, tout être humain peut devenir capable, mais étant donné le mode de vie et les idées, la formation de beaucoup de personnes, elles ne sont pas capables d'être attentives. C'est pas une impossibilité a priori, c'est le fait que ce qui résulte du mode de vie, et puis maintenant les configurations urbaines, c'est-à-dire que la ville jette beaucoup de lumière vers le ciel et ne donne pas la même lumière des astres. Donc cette astrosophie est moins facile à pratiquer dans les grandes villes, d'autant plus si on n'a pas de terrasse ou de balcon. Donc il y a un problème technique déjà de la... J'ai eu l'avantage d'aller souvent à la campagne devant le ciel ouvert sans lumière, donc je recevais l'optimum de lumière. Alors ça c'est à relier aussi... alors le problème de l'astrologie c'est la divination. Hein. Beaucoup de gens s'intéressent à l'astrologie dans un intérêt divinatoire, parce que ça c'est distinct. Il y a à la fois la spiritualisation dans le regard, dans la relation à la lumière, ça c'est une chose, et il y a ce qu'on peut attendre de la divination. Alors ce que j'entends par divination, ça peut être se sortir d'un état pour arriver dans un autre. C'est lire, c'est par la relation à une configuration stellaire ou à une donnée planétaire, d'accéder, de recevoir un message arithmologique, arithmosophique et lumineux et énergétique, donc divinatoire au sens d'un changement, et puis dans divinatoire il y a divus, il y a divin. Donc on voit déjà, en parlant ainsi, j'ouvre plusieurs champs sur l'usage divinatoire. Mais ce que je ne comprends pas très bien, c'est qu'en t'écoutant, on a l'impression qu'il faut regarder directement le ciel. Oui, moi c'est ma pratique. C'est ma pratique. Hein. C'est ça, mais en réalité, on peut considérer que même quelqu'un qui ne regarde pas le ciel peut être marqué par lui.
on peut capter le ciel sans le regarder. Oui, alors là, là, il y a plus de scepticisme de ma part, c'est-à-dire que... Donc, je veux avoir une culture astronomique pour pouvoir capter le ciel. Non, non. Je donne un exemple. Votre femme vous a quitté, ou vous perdez un parent, vous êtes très triste, ou vous avez un échec professionnel énorme, et ce qui vous met dans un état de dépression. Très pénible à supporter. Vous avez peine à sortir de cet état. Vous sortez de votre maison, vous regardez le ciel, et tout d'un coup, vous voyez une configuration ternaire, par exemple dans la constellation d'Orion, ou alors le dragon, ou alors la grande ours. Ça, c'est un message arithmosophique. Oui. Alors ça rejoint ma culture religieuse. C'est-à-dire, pour les religieux, ce n'est pas un hasard si le ciel a cette apparence pour les humains. C'est que d'après la doctrine religieuse, c'est la puissance divine qui a suscité l'ordre stellaire. Donc, si à un moment donné de votre vie, vous êtes en face d'une certaine part de l'ordre stellaire, vous pouvez y lire des effets de guidance pour vous. Voilà ma cohérence. Et je dirais que souvent, ça m'a aidé de rencontrer le ternaire ou une configuration quaternaire dans le ciel. Ça me donnait des idées d'un dépassement, d'une dialectisation. Voilà l'enseignement que j'ai toujours prôné. Oui, donc est-ce que ça signifie que tu te repères très bien dans le ciel, que tu connais les constellations? J'ai étudié les planètes soigneusement les constellations, et autant que possible le parcours des planètes. Oui, j'ai une formation d'astronome au départ. J'ai été membre de la Société astronomique de France. Voilà. J'ai énormément de livres d'astronomie. Je me suis passionné. Très jeune, j'allais à l'observatoire de l'Odéon, la société savante, où on regardait Saturne dans la lunette. Oui, la société. Ah oui, voilà. Il a été fermé. Donc j'ai un passé un peu astronomique. Mais alors justement, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation des étoiles fixes en astrologie, Paul Roland? Parce que malgré tout, quelqu'un qui est astronome, il sait bien qu'il y a une sorte de dialectique entre il y a les planètes qui viennent visiter les étoiles fixes, en fin de compte, c'est-à-dire qui passent sur les étoiles fixes. Mais même les étoiles ne sont pas fixes. Hein. Oui, ben, bien sûr, mais enfin à une échelle très large. Oui. Malgré tout, on a quand même le rapport entre le fixe et le mobile. Ben, j'exclus pas des influences planétaires. Même on n'est pas en mesure de les exclure, même dans la stricte science. Jupiter, Vénus, Mars, ce sont quand même des astres majeurs du ciel. Et donc, ils font partie aussi des configurations, parce que donc, cette astrosophie que je prône a rapport à ce qu'on peut dire conjoncturel. C'est-à-dire que il y aurait des conjonctures entre le vécu et ce qui est proposé par le ciel. Voilà. C'est ça. Ah oui, donc en ce sens, les planètes ont un rôle. C'est un peu néoplatonicienne. Voilà, c'est ça. Donc il y a des choses du même ordre qui se passent en haut et en bas. C'est ce que Jung a étudié dans le surgissement spontané. La synchronicité. La synchronicité, voilà, c'est ça. Je pense que c'est une des découvertes majeures de Jung, cette synchronicité. Donc tout ça, ça forme une grande cohérence. Tout ce que je viens d'exposer, c'est ça. Comment est-ce que les hommes auraient découvert les lois de l'astrologie? D'ailleurs, est-ce que tu pratiques ce qu'on appelle la tradition astrologique? Non, justement. Les maisons, les signes, les domiciles des planètes, les aspects? Non, j'en suis curieux, mais je ne le pratique pas. Toi, tu pratiques véritablement une sorte d'inspiration directe. Voilà, c'est ça. Cela dit, comme me faisait remarquer une personne qui a été mon amie temporairement, Madame Barbara, qui est spécialiste de l'astrologie hindoue. Barbara de la Motte Saint-Pierre. De la Motte Saint-Pierre. Elle me disait, mais on ne peut pas séparer l'astrologie de l'alchimie. Alors là, on ouvre un nouveau champ. C'est-à-dire que je pense que l'alchimie, c'est la science, c'est la doctrine hermétiste et ésotérique majeure, de mon point de vue. Hein. Je donne ma préférence à l'alchimie. Ah, d'accord. Pour ce qui est de la transformation personnelle et d'un chemin à suivre, et du symbolisme. Alors Barbara me dit, on peut pas. Alors justement, elle voyait que je faisais l'éloge de l'alchimie. Elle me dit, mais on peut pas séparer l'alchimie de l'astrologie. C'est vrai historiquement. C'est vrai, par exemple, une grande période de l'hermétisme, ça a été le XVIe siècle. Hein,
italien. Ficino. Ouais, c'est ça, Marsificin. Donc, effectivement, ils ont créé une très belle synthèse de l'alchimie et de l'astrologie. Donc, alors là, puis même picturalement, hein, l'iconographie est très belle. Donc, effectivement, quand on s'intéresse à l'alchimie, il y aurait certaines traditions astrologiques à intégrer. Alors, à savoir lesquelles, alors c'est un domaine de recherche, voilà. C'est pour une érudition pratique, une érudition à but pratique. Oui, et donc finalement, toi, quels sont les auteurs qui t'ont précédé dans ce courant astrosophique particulier et encore, il y a des gens qui, sous le nom astrosophie, mettent autre chose. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, je connais rencontré. Astrosophie, c'est aussi une philosophie qui s'organise autour des planètes, qui donne à chaque planète un rôle. Oui, Est-ce que toi, tu as une sorte de... Est-ce qu'il y a des astres qui ont... Est-ce que tu as une sorte de système avec différents astres qui chacun représente un état de la pensée Non, que dès qu'une constellation me présente un ordre numérique symbolique, parce qu'il y a des constellations qui se présentent dans un plus ou moins grand chaos. Par exemple, les Pléiades, c'est un chaos. Bon. Si vous regardez la grande ours, la petite ours, c'est un ordre numérique, numérologique. Bon. Orion, c'est l'idéal de l'ordre numérosophique. Il y a le ternaire à l'intérieur, le baudrier, et il y a l'encadrement. Il y a le quaternaire plus le ternaire. Donc la méditation sur Orion est très productive astrosophiquement. Au sens où Sophie dans astrosophie veut dire sagesse. Sagesse attirée de la relation aux astres que moi je veux visuelle, autant que possible. Voilà. De livre ouvert un peu. Un livre ouvert, voilà, c'est ça. D'ailleurs, dans la Kabbale, le ciel est un livre, est une Torah. Le ciel est un livre ouvert. Dans la Kabbale zoharique, justement, ça c'est un des grands enseignements du Zohar, de la Kabbale zoharique, c'est que tout ce qui est dans l'univers fait partie de la vie divine et le déploiement de la vie divine et donne à lire des événements de la sagesse divine. Voilà. Donc il y avait une cohérence, il y avait une confluence entre ce que j'ai lu dans la Kabbale, et d'ailleurs lire la Kabbale, c'est être dans une certaine lumière, le livre de la splendeur, et il y a une coïncidence entre la lumière qui vient du livre mystique et la lumière donnée par la vie divine dans le cosmos. Il n'y a pas de différence fondamentale entre la lumière vécue dans la lecture des grands mystiques, des grands spirituels, et ce qui est dans le cosmos. Alors par exemple, tu as entendu parler des 4 étoiles fixes royales, qui forment un quadrilatère en quelque sorte. Antares, Aldébaran, Fomalo et Oui, j'ai parlé de ça, Aldébaran, oui, j'ai parlé de ça. Donc effectivement, moi je pense que les anciens ont dû rechercher des structures géométriques dans le ciel. Et des axes. Il y a une géométrie cosmique. Bon, ben là on est en plein accord, là. Oui. Moi je suis un héritier de ça. Oui, mais je pense que l'astrologie est née de... c'est marié avec ça. C'est marié avec ça. Alors, donc quand tu me dis qu'effectivement qu'il y a dans Orion... il y a le ternaire. Voilà. Le ternaire. Alors effectivement, je pense que ils ont dû comme ça connecter certains astres entre eux. Et il y avait probablement toute une géométrie cosmique... Attention, il y avait des parcours cosmiques. Oui, moi je te demande, alors moi, en tant que passionné de sciences humaines, je caractérise ma recherche comme faisant partie des sciences humaines. Je m'intéresse beaucoup aux sciences humaines. Bon. Alors, dans les sciences humaines, il y a la sociologie et l'histoire. Bon. Alors, moi, je ne sépare pas les doctrines, y compris astrologiques ou religieuses, de la politique, des prêtres et du sacerdoce et de l'organisation sociale. Bien sûr. C'est-à-dire que les prêtres, parce que l'astrologie a peut-être été élaborée dans les temples, par des prêtres. Oui, je crois. Bon. Donc, quand on parle de prêtres, on parle de politique, de relation au pouvoir. Et on est dans le domaine juridique aussi, voilà. d'un côté. À l'époque où la culture était unifiée. Aujourd'hui, la culture est éclatée. Bon. À l'époque, c'est pourquoi la culture religieuse nous paraît autoritaire, parce qu'il n'y avait pas de distinction entre la morale, la politique, la guerre. Les peuples étaient dans une culture unifiée. Ouais. Bon. Surtout en Orient, parce que les Grecs
ont commencé une critique de la mythologie. Là, je parle plutôt du versant proche-oriental, l'Égypte. Bon, alors, à mon avis, les prêtres ont une politique. C'est-à-dire que dès qu'il y a une politique spirituelle, parce que le spirituel, c'est pas seulement l'ascétisme, l'érémitisme, ou quelque chose qui est à part de tout. Il y a aussi une doctrine spirituelle élaborée par des prêtres, dans un intérêt particulier, pour influencer, pour avoir un double but, pour influencer la grande... Par exemple, la Bible, c'est en partie un livre politique, qui avait pour but de rassembler les gens, de les diriger vers un certain but. Donc ce sont des élites institutionnelles qui ont peut-être eu une double intention. C'est-à-dire qu'il y a le discours public et il y a l'intention politique par rapport à leur propre légitimité. Parce que le problème des prêtres, c'est d'être légitime et de continuer de l'être. Donc tu vois, moi je m'intéresse aussi à la question de pourquoi les prêtres ont tenu un discours sur les étoiles, dans quel but ont-ils pu dire à des princes et des rois qui pouvaient leur parler de leur avenir, etc. À mon avis, il y avait des rapports politiques entre les maîtres du symbolique, qui étaient les prêtres, donc les maîtres en astrologie, et les dirigeants politiques. Tu vois jusqu'où je veux en venir. Et je crois que tu en as déjà parlé de ça aussi. Oui, tu avais des idées là-dessus aussi. Absolument. Voilà. Moi, j'ai réfléchi récemment sur le mot nomos. Oui, nomos. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire nomos en grec? Parce que nomos, contrairement à ce qu'on peut croire, nomos, ce n'est pas la loi au sens scientifique. Je pensais à la loi. Oui. Mais c'est la loi au sens juridique. Oui, je pensais plutôt à la loi juridique. Oui. Donc quand on dit l'astronomie, c'est la science des astres, c'est faux. L'astronomie, c'est la loi des hommes sous-tendue par les astres. C'est-à-dire que c'est non pas l'homme qui cherche à comprendre la loi des astres, mais les astres qui expliquent la loi des hommes, ou qui la sous-tendent. Oui, mais expliquer et sous-tendre, il y a une nuance. C'est pas tout à fait... oui, alors justement, pour revenir à la question des prêtres, les prêtres, à mon avis, s'efforçaient de fonder la loi, leur loi, sur le cosmos. C'est-à-dire qu'ils proposent, ou plus exactement, ils considéraient que les hommes devaient se conformer au cosmos. C'était un cosmos qui était déjà relu par les hommes. Repensé. Voilà. C'est pas un cosmos brut. C'est pas un cosmos où on prend tout ce qui est dans le cosmos. C'est un cosmos, pour revenir à ce que tu disais, où on tenait compte de certain nombre de configurations, d'une certaine arithmosophie cosmique. Donc c'est les découvertes, pour faire un peu la jonction, les découvertes de connexions géométriques que les observateurs ont pu faire du ciel ont servi ensuite à représenter le cosmos. C'est-à-dire que le cosmos, c'était ce cosmos revu à travers la géométrie, une sorte de géométrie sacrée. Et notamment, il y a le chiffre 12, qui est si important dans la Bible, qui a été repris dans les évangiles. Les 12 tribus, les 12 tribus, les 12 apôtres. Donc tout ça, c'est quand même une base mais enfin, ça, c'est fondé sur les rencontres Soleil-Lune, hein, effectivement. En un an, la Lune rencontre 12 fois le Soleil. C'est, à mon avis, le 12... Alors, il y a le problème du 12, il y a le problème du 7. Récemment, j'ai développé l'idée que... 4 et 3, dont j'ai parlé sur Orion. 4 et 3. Ouais. Mais je pense que les humains se sont constitués... La civilisation humaine s'est constituée autour du 7 et du 6 et du 7. Par exemple, il y a la semaine de 7 jours, mais il y a, par exemple, si on divise la journée en 4 temps, on a 4 fois 6 heures. Et de là, tu peux comprendre pourquoi le christianisme a occulté en partie l'astrologie. Parce qu'ils ont voulu que ce soit Jésus-Christ qui change complètement les données de la vie collective et individuelle. Parce que dans le christianisme, les humains sont centrés sur le rôle du Messie, sur le rôle du Christ. D'où le problème de l'astrologie dans son histoire et le fait qu'elle a été combattue. Tu vois le décalage entre l'ordre des prêtres très ancien, multimillénaire, et puis la doctrine chrétienne de la figure de Jésus. Mais de toute façon, le problème de la doctrine chrétienne,
c'est que elle n'est pas très élitique, là. Enfin, elle n'est pas... Oui, elle n'est pas élitiste. Justement, dans les elle est évangiles... supposée ne pas l'être, en tout cas. Oui, dans les évangiles, il est dit que ce ne sont pas les gens savants, il n'y a pas non plus le peuple élu. Enfin, il n'y a pas une dégradation des savants. Le peuple élu, ce sont les gens eux-mêmes, par leur propre engagement, qui s'élisent. Mais on n'est pas élu par naissance. C'est ça, oui. Comme les Juifs le seraient. Et moi, je peux te poser à mon tour des questions. Bien sûr. Sur le plan pratique, qu'est-ce que tu comptes faire toi-même, étant très fixé dans ton analyse? Quel rôle comment voudrais-tu agir à partir de là, toi, avec le tissu de relations que tu développes et que tu as développé durant tant d'années? Comment tu conçois ton apostolat, Oui. Ben, je vais essayer ton activité? Aujourd'hui, en 2010, comment tu vois ton action? Et ton rôle? Et ta figure? Ta place? Ton devenir? Comment tu... Bon, alors... effectivement, là, on a parlé de l'alchimie. Il y a une pierre philosophale de l'astrologie qui est de reconstituer quels sont les signes. C'est un petit peu comme, tu sais, dans les romans d'espionnage, il faut trouver le code auquel les gens réagissent. Effectivement, nous sommes nous sommes sous une sorte d'hypnose et nous relevons de certains signaux cosmiques. Le problème, c'est qu'on ne sait plus lesquels. Alors, ne sachant plus lesquels, les astres prennent tout. Ils prennent tout en vrac. La question, c'était de retrouver parmi le nombre infini de configurations possibles, quelle est celle que nos ancêtres ont choisie. Tu me parlais tout à l'heure de regarder le ciel et de retrouver des structures mathématiques, numérologiques, géométriques. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, nous devons savoir... Nous sommes un peu les héritiers, nous ne sommes plus dans la situation des fondateurs. Si, tu peux jouer un rôle d'initiant d'un nouveau départ. Non, je ne pense pas qu'on puisse envisager un nouveau départ. Par contre, on peut imaginer un ressourcement. C'est-à-dire qu'on peut retrouver les lois que l'humanité s'est données dans un passé très ancien. Et ces lois qui continuent d'ailleurs à nous marquer, mais de façon inconsciente et subconsciente. Quand tu dis l'humanité, tu tiens compte de l'astrologie chinoise, alors, de différents non, mais moi, la la tradition astrologique, comme je l'ai dit d'ailleurs, on est dans un même du tâtonnement. Nous sommes depuis des siècles dans le tâtonnement. C'est-à-dire que les gens essaient de retrouver les aspects, les configurations, les cycles, et on est dans une sorte de chaos. Bon. Alors moi, très modestement, si on peut dire, je pense avoir retrouvé quels étaient les signaux que les hommes se sont octroyés, en quelque sorte. Et c'est en cela que je suis en porte-à-faux avec les astrologues. Et en ce sens-là, je suis assez proche de toi, par certains côtés. Parce que les astrologues, eux, je pense à des gens comme Jean-Pierre Nicolas, pour prendre un des personnages les plus raisonnables, ils considèrent que le système solaire est une totalité et que cet ensemble fait sens pour les hommes. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas choisir. Ils considèrent que les hommes n'ont pas construit le cosmos. Ils n'ont pas reconstruit le cosmos. Ils considèrent que le cosmos a sa propre structure interne. C'est là qu'il y a un différent entre moi et la plupart des astrologues. C'est qu'ils ont besoin de croire que pour eux, la crédibilité de l'astrologie serait brisée au cas où les hommes auraient inventé l'astrologie. Donc ils veulent que l'astrologie ne soit pas l'invention des hommes, mais soit une sorte de structure universelle qu'il faudrait retrouver. Donc si tu veux, entre moi et Jean-Pierre Nicolas, la différence c'est que lui, il pense que cette structure universelle est inhérente à l'ordre cosmique, c'est-à-dire que plus on connaît de choses sur le cosmos, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il utilise les nouvelles planètes, comme Uranus, Neptune et Pluton, plus on connaît de choses sur le cosmos, plus un jour on va pouvoir trouver les lois du cosmos. Et moi je dis pas du tout, on n'est pas dans une astronomie qui consiste à comprendre les lois du cosmos, on est dans une astronomie qui consiste à comprendre quelles sont les lois que les hommes ont construites
en se fondant sur un cosmos qu'ils avaient eux-mêmes repensé, revisité, retravaillé. Mais est-ce que tu es parvenu à avoir des disciples, à fonder une école? Est-ce qu'il y aura une postérité Je pense que j'espère qu'avoir encore quelques années à vivre. Et j'ai mis beaucoup. C'est-à-dire que ma pensée, curieusement d'ailleurs, autant j'ai été extrêmement précoce au niveau de l'organisation d'activités astrologiques, et même au niveau de publications historiques, si on peut dire, mais ma pensée astrologique proprement dite ne s'est formée que très lentement. Parce que, tout simplement, j'étais très exigeant, et que je ne me suis pas arrêté en chemin. Parce que beaucoup d'astrologues, quand ils ont trouvé quelque chose d'intéressant, immédiatement ils se lancent dans la pratique, et puis ils s'arrêtent là. Est-ce que tu as des ambitions internationales? Est-ce que tu peux susciter une grande conjonction, un grand rassemblement international, quelque chose un événement planétaire, à partir de ce que tu aurais... Oui, je pense que potentiellement c'est possible. Maintenant, je crois beaucoup... Moi, je suis beaucoup taoïste. Moi, justement, je travaille beaucoup sur le Tao, le yin et le yang. Et donc, je pense qu'à un moment donné, quand quelqu'un a fait un travail, il faut que le public vienne à lui. Donc, il faut que une fois que le yang est très puissant, il doit pouvoir féconder le yin. Et le problème, c'est ce que j'appelle le démos, c'est-à-dire le peuple, le public. Et il faut que le créateur, le chercheur, ait un démos à sa mesure. C'est pas la démesure. Mais effectivement, le problème, c'est qu'il y a des... Aujourd'hui, le démos est un petit peu en crise. Au sens, il n'est plus capable de reconnaître et d'élire ceux qui doivent le diriger. Tu as même commencé à fonder une espèce d'ordre avec des dames, enfin, il y avait une année où tu avais presque un cercle comme ça, tu aurais pu faire une organisation presque rituelle. Oui, mais le problème c'est que les gens, le problème effectivement c'est que, moi j'attache beaucoup d'importance à cette dimension, pas sexuelle, mais en tout cas sexuée entre le chercheur et le public. Aujourd'hui, il y a ce que j'appelle le cosmos, c'est-à-dire les créateurs, ceux qui sont capables de capter la structure du réel. Parce que pour moi, c'est ça. Il y a des gens qui ont le génie de comprendre, de remonter le passé et de comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Mais il y a aussi le démos. C'est-à-dire qu'il y a aussi... Et pourtant, le démos, il est sollicité pour les élections. Par exemple, quand on élit un président de la République, quand les gens vont voir le même film, ce que j'appelle la notion de focus. Le démos a besoin la puissance du démos, c'est la focalisation. Il doit être capable de se focaliser sur le personnage qui va le féconder. C'est pour ça que je pense que autant certaines personnes sont dans le yang, c'est-à-dire il faut qu'ils affirment leur personnalité, autant d'autres sont dans le choix. C'est-à-dire qu'ils doivent s'entendre entre eux sur un personnage. Donc, et d'ailleurs, il y a un point commun, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le cerveau avec des structures neuroniques complexes, et il y a la société elle-même qui a ses propres réseaux internes, et qui constitue une sorte de cerveau aussi. Et il faut un homme qui incarne, il faut de l'incarnant, il faut toujours de l'incarnant. Il faut que les deux réseaux fonctionnent en parallèle. Il faut qu'il y ait des gens qui ont un cerveau qui fonctionne avec une très grande puissance. De l'autre côté, il faut que la société elle-même soit capable de se focaliser par une sorte de concertation collective autour de certaines valeurs. Mais notre temps n'est pas venu. Aujourd'hui, ce n'est pas favorable à ce genre d'initiative. On est à l'opposé des courants spirituels qui pourraient se former. C'est du domaine de l'avenir. Une synthèse spirituelle est du domaine de l'avenir maintenant. Ça n'a pas été notre époque. Ça a été un peu dans les années 60, on avait un peu une ouverture, mais là, depuis, on n'est pas du tout dans on est dans du parallèle.
le monde n'est pas dans le degré voulu maintenant. C'est difficile de le dire, mon cher Paul Roland. Bon, il est un fait qu'il y a une crise du démos, il y a une crise du yin. Tout le monde veut être dans le yang, c'est-à-dire que tout le monde se veut créateur, se veut individu. Mais tu n'as pas rencontré des gens de pouvoir ou qui avaient des moyens matériels de propulser, de créer des positions de force comme ça Non mais justement, mon cher ami, moi j'ai une théorie cyclique qui était assez optimiste, c'est-à-dire que tous les 7 ans, le yang rencontre le yin. C'est-à-dire que tous les 7 ans, le yin a la possibilité, l'opportunité d'être fécondé par le yang, par les éléments yang les plus inspirés. Bon, donc ça se représente tous les 7 ans. Bon, si ça ne se présente pas cette fois-ci, ça peut se présenter la fois suivante. La question, effectivement, c'est qu'il faut que le yang soit suffisamment percutant pour féconder le yin, mais il faut que le yin aussi comprenne qu'il a besoin du yang pour s'unifier. Parce que le yin, à un moment donné, il a des tendances centrifuges, le yin. Tout le monde va dans tous les sens. Et seul le yang est capable, par la fascination qu'il provoque sur le yin, capable d'unifier le yin. Oui, mais on peut écrire de très grands livres et être un personnage peu influent. On peut promouvoir la plus grande connaissance et la plus grande force par des mots. Peut-être Maïmonide n'était pas un personnage attirant. Tu vois ce que je veux dire? On peut susciter un grand événement par un livre ou une musique et ne pas être la personne visible de l'action de ce qui a été suscité, de ce qui a été ouvert. Oui, c'est vrai qu'on a quand même des éléments yin. On voit bien que le yin, on prend au phénomène Obama, on peut penser au phénomène Avatar au niveau cinématographique. On voit bien que malgré les revendications individuelles, moi je suis contre un certain individualisme. Je pense que l'individualisme est un luxe que seules certaines élites peuvent se permettre de cultiver, et que pour beaucoup de gens c'est une impasse, l'individualisme. C'est-à-dire que, comme je te disais à l'instant, soit il faut qu'un être humain fasse un peu un examen de conscience sur lui-même. Suis-je un individu suffisamment puissant par moi-même pour faire avancer l'humanité en améliorant mes propres performances, en améliorant mes propres productions, ou suis-je plutôt quelqu'un qui fait partie de la masse, mais à un titre tout à fait raisonnable, c'est-à-dire par mes choix, par l'addition de tous les gens qui sont comme moi, je vais focaliser, je vais désigner, justement, un peu comme l'ovulation choisit le spermatozoïde, je vais désigner, moi je trouve ça fantastique, la focalisation, qu'un peuple entier, ou qu'un groupe entier puisse se focaliser sur un personnage, je trouve ça au centre même, au cœur même de la société, parce que là on a un équilibre entre le yang et le yin. Ça peut être un collège, ça peut être un groupe. Oui. Un groupe doit être capable, que ce soit un collège au niveau universitaire, un groupe doit être, ce qui fait, tous les 7 ans, les différents groupes existants, doivent se choisir ceux qui vont les féconder. Il y a une sorte de polygamie. On arrête là, on arrête le... Parce que j'ai plus... On peut arrêter maintenant, oui, il faut qu'il y ait une fin. Pourquoi, qu'est-ce que tu as? Tu as fait place dans les discussions auxquelles j'ai participé, dans les colloques que j'organisais ou les cafés, j'aurais mis l'accent justement, et c'est pour ça que c'est très important de bien se positionner. Je pense par exemple que tu n'as pas, ce que j'ai apprécié beaucoup dans notre entretien, c'est que j'ai enfin compris, et je vois que nous convergeons sur beaucoup de choses, nous nous mettons en phase avec l'univers des anciens. Ça n'a pas de sens, tu n'en as peut-être pas parlé assez, ça n'a pas de sens d'introduire dans l'univers des anciens des planètes qu'ils ne connaissaient pas et qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu. C'est complètement ridicule. Or, c'est un des travers qui marque 95% des astrologues aujourd'hui. Et de la même façon, eux, ils n'ont pas du tout compris cette notion de géométrie. Moi, j'ai beaucoup apprécié quand tu as parlé des chiffres qu'on trouvait dans certaines constellations, dans certains assemblages d'étoiles. Pour les astrologues d'aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Parce qu'ils ne regardent pas les constellations. Or, les planètes ne forment pas
de structure géométrique stable, puisqu'elle bouge. Donc si l'homme n'a pas pu être fasciné au départ par des configurations planétaires, puisqu'il n'avait pas le temps de les observer, qu'elles étaient déjà dépassées. Donc oui, mais ils ont peut-être conçu une arithmologie à partir de données célestes. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Leur arithmologie s'est fondée sur c'est des données stellaires et non pas planétaires. Oui, d'accord. Donc il y a d'abord une astrologie stellaire, une cosmologie stellaire, et c'est justement dans le cadre de cette cosmologie stellaire qu'à un moment donné, ils ont vu qu'il y avait des facteurs qui bougeaient. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a d'abord une sorte d'arithmosophie stellaire, et puis, justement, à force d'observer certains points du ciel qui étaient importants, on s'est aperçu qu'ils étaient visités, en quelque sorte, périodiquement, par certaines planètes. Et c'est un peu le schéma que j'ai proposé récemment. C'est-à-dire, j'ai dit, voilà, il y avait par exemple, moi j'attache de l'importance au quadrilatère que j'ai mentionné tout à l'heure des 4 étoiles fixes royales, qui se trouvent aux 4 points cardinaux, si tu veux. Alors, ils ont observé ça, non pas du tout par rapport au point vernal, aux équinoxes, non, ça n'a rien à voir. Ils regardaient le ciel, il y avait 4 étoiles, ils cherchaient peut-être éventuellement, il n'est pas impossible qu'ils aient cherché, bien évidemment, ce que tu n'as pas dit, à retrouver sur le plan cosmique une géométrie qui était, comme son nom l'indique, est une structure déjà terrestre. Donc, je ne dis pas que la géométrie est née de l'observation du ciel. Elle a peut-être l'observation du ciel, on a peut-être projeté sur le ciel les structures géométriques qu'on avait élaborées avant. Bon, c'est un autre problème. Mais une fois que ces structures géométriques ont été mises en place au niveau cosmique, au niveau stellaire, c'est à ce moment-là que justement on a découvert qu'il y avait des planétas, c'est-à-dire des astres errants. C'est-à-dire que pour s'apercevoir qu'il y avait des astres errants, il fallait déjà avoir toute une institution stellaire bien en place. Oui, mais alors, tu dis que tu recherches les origines. Tu t'intéresses plus particulièrement à la Babylonie ou à l'Égypte est-ce que tu as une aire géographique préférentielle? Alors, je vais peut-être te choquer, mon cher Paul, en te disant que, bien que je sois par ailleurs historien de période médiévale ou de la Renaissance, etc., quand j'appréhende l'histoire très ancienne, je ne me fie pas énormément aux documents historiques. D'abord parce que je pense, et d'ailleurs moi-même je suis un anti-historien par certains côtés, je pense que l'histoire peut nous égarer, parce que l'histoire ne garde que certains éléments et pas d'autres. L'histoire n'est pas fiable. Mais qu'est-ce que tu fais de la mythologie, par exemple, l'iconographie égyptienne en rapport à leur système de dieux, ou alors les mythes babyloniens? Alors moi j'essaye de démystifier justement l'astromythologie, c'est-à-dire l'idée de l'association de dieux aux planètes. Je pense que les dieux sont des attributs. Moi, de ce point de vue-là, je suis un peu monothéiste, si on peut dire, paradoxalement. Les dieux sont des attributs successifs d'un même principe. Ou plus exactement, ils désignent des phases d'un cycle. Voilà, il y aurait par exemple la phase martienne, la phase jupitérienne, la phase tout ce qu'on veut, etc. Ce ne sont pas des forces. Un des grands défauts de l'astrologie, de manière générale, et de l'astropsychologie en particulier, c'est de ne pas comprendre que presque toute l'astrologie est d'abord le balisage d'un cycle. C'est-à-dire que les différentes catégories astrologiques ne sont pas des catégories qu'il faut juxtaposer dans l'espace, mais sont des catégories dans le temps. C'est-à-dire qu'on passe de Bélier au Taureau, on passe de telle planète à telle planète, on passe de telle maison à telle maison. C'est toujours on n'est pas dans 2 maisons à la fois, on n'est pas dans 2 planètes à la fois, on n'est pas dans 2 signes à la fois. On est successivement dans un signe et dans un signe suivant. Or, le problème de l'astrologie actuelle, c'est qu'elle n'est plus dans le successivement, mais elle est dans le simultané. Le thème natal, c'est la simultanéité de toutes les valeurs cosmiques existantes. Donc, au lieu de elles perdent complètement, quelque part, leur cyclicité, pour être dans une sorte d'interrelation spatiale,
qui à mon avis est un contretemps majeur, un contresens majeur de l'astrologie. Et donc il faut relire toute l'astrologie en tant que simplement des façons de subdiviser les cycles, de déterminer des phases successives, des âges successifs. D'ailleurs, il y a eu la fameuse théorie des âges, chère à Jean-Nicolas et à d'autres, qui disent qu'on passe par tel âge, puis tel âge, puis tel âge. Mais c'est exactement ça. Chaque âge pouvant être associé à un dieu. Mais avec tes références universitaires et le fait que tu aies été choisi pour l'Encyclopædia Universalis, tu pourrais te présenter sur le marché, enfin, vulgairement. Moi, je me suis présenté en 2002. Je me suis présenté à l'audition de la chaire. Non, mais je ne parle pas de carrière universitaire, mais il y a un tel. Non, enfin, je termine, je reprécise. Il y a tellement de demandes de doctrine astrologique et d'interprétation des signes que tu pourrais valoriser ton savoir et ta conceptualisation sur tout ce marché. Tu vois un certain nombre de tes amis. Il y a le problème des éditeurs aussi. Il y a apparemment les éditeurs, justement, on parlait de Yin, les éditeurs, avec le phénomène internet, les éditeurs ne jouent pas leur rôle. Les éditeurs, ils sont là aussi pour fournir au Yin, au public, des éléments intéressants entre lesquels ils vont pouvoir choisir. Mais apparemment, tu ne le fais pas. Tu ne vas pas dans les grands magazines en disant « Voyez mon background, moi je peux intervenir par rapport à la demande de votre public. Avec ton expertise, tu ne te présentes pas avec ton bagage. Et puis Ça va peut-être venir, comme je disais tout à l'heure, par certains côtés, j'ai mis beaucoup de temps pour arriver à un certain nombre de choses. Je pense que les prochaines années, ça pourrait se concrétiser. Il faudrait que tu aies un service de presse, enfin un service de com. C'est vrai que toi, tu raisonnes un petit peu. Moi, tu sais, j'ai une conception très cyclique de la vie, et pas linéaire. C'est-à-dire que je ne pense pas que, arrivé à un certain âge, on doit regarder un peu sa vie avec du recul. Je pense au contraire qu'il y a constamment des nouvelles opportunités qui se présentent. Moi, je n'ai pas du tout une conception linéaire de la vie. Tu n'es pas activiste. Dans ce domaine-là, tu n'es pas quelqu'un d'initiative. Si, mais je pense que les opportunités peuvent se présenter à tous les âges. Ah oui, ça peut se présenter, mais si tu avais une politique, une stratégie, tu pourrais obtenir certains résultats surprenants. Bah écoute, peut-être que tu sais de quoi tu parles, je ne sais pas. Tu es un conseiller, tu m'as dit que tu avais... Non, mais tu as un bagage. Bon, oui, mais d'accord, mais d'abord, premièrement, il faut que les choses se fassent au moment où elles doivent se faire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des moments... La raison de l'astrologie, de manière générale, c'est de savoir... C'est la fameuse histoire de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Il y a de plus en plus de magazines. Il y a eu une explosion des horoscopes depuis 10 ans dans la presse... Dans la presse des magazines. Moi, je pense que si on recommence notre entretien dans 10 ans, je pense que beaucoup de choses auront évolué, et même de chez moi. Bon, j'ai créé effectivement cette télévision astrologique, j'ai un support médiatique assez puissant. Je pense que ça va se faire. Ça ne s'est pas fait. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé aussi sur... Tu as eu même un contact avec une association... Tu vois de quoi je parle? Non. Qui donnait des cours d'ésotérisme sur la place de Paris. Oui, il y a eu dans les années 60. Donc, en principe, donc ça, c'était une force. Oui, il y a eu des synergies. Actuellement, j'ai d'autres synergies qui sont en cours. Moi, ma vie, elle est faite constamment de nouveaux rebondissements, de nouvelles alliances. C'est ça que j'appelle une vie intéressante, tu vois. C'est-à-dire une vie qui, à la fois, fait alterner la recherche, l'approfondissement de ses propres recherches. Il y a d'autres moments qui s'ouvrent sur le monde pour féconder des groupes. Je crois que c'est ça, il faut vivre complètement le yang et le yin. Est-ce que tu as songé à faire des alliances avec des personnes qui te complètent, qui seraient de tes bons associés, qui travailleraient en ternaire ou... C'est vrai que... Tu aurais de bonnes médiations. Oui, comme je disais tout à l'heure, il y a une crise du yin, c'est-à-dire que les gens ne savent plus toujours ce qu'il leur faut. Et notamment... Par exemple, si tu avais obtenu l'adhésion de Tessier, tu sais qui a eu sa veine, qui a eu son prestige d'astrologue. Je crois qu'à l'époque, de toute façon, je n'étais pas encore prêt.
Je n'étais pas encore... Non, non, moi, le paradoxe, c'est qu'il m'a fallu énormément de temps pour élaborer le modèle qui me paraît satisfaisant. Donc tu écrirais ton prochain ouvrage, tu vas récapituler ton cheminement, enfin je veux dire tes résultats, dans un ouvrage majeur maintenant. Écrire ton ouvrage. Oui, on peut dire ça comme ça, bien que moi j'attache beaucoup d'importance évidemment à Internet. Puis c'est vrai que tu peux parler avec la technologie. Voilà, donc mais effectivement Internet a ses limites. Parce que même si on peut faire beaucoup de choses sur Internet, ça ne remplace pas l'onction des grands éditeurs. Tu as ton blog. Oui, j'ai tout ce qu'il faut à ce niveau-là, mais je crois que ça ne remplace pas l'onction. Internet, c'est une sorte de vivier, et il faut malgré tout qu'il y ait une consécration par la voie de l'édition normale. Chez Odile Jacob ou chez Gallimard, on veut dire que Internet n'a pas remplacé cela parce que tout simplement, Internet n'a pas la fonction du couronnement. Il ne peut pas consacrer quelqu'un, bien qu'il y ait des blogs qui sont très suivis, etc. Bon, il y a un certain succès Internet, mais d'une manière générale, malgré tout, à un moment donné, il faut quand même que les structures anciennes viennent apporter leur confirmation. Et donc, idéalement, je voudrais effectivement publier... bon, mais d'un autre côté, comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir aussi développer... Je crois qu'il faut faire les choses en temps et en heure. Hein, il faut que... Mais tu n'es pas maître de ton avenir. Tu sais pas si en sortant d'ici, tu vas pas être renversé par une moto. À mon avis, il faut faut savoir aller vite aussi. Tu es au bout du rouleau. Hein. Non, non.